La France est la patrie des intellectuels. Dans notre pays, plus que dans aucun autre pays du monde, ils mènent le débat public, ils influencent l'actualité, ils pétitionnent, ils manifestent, ils mènent le combat culturel. Au XXIe siècle, ils ont été très engagés dans des choix politiques, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Alors comment la culture, l'intelligence peuvent-ils mener au sectarisme, à la radicalité? Y a-t-il une bêtise de l'intelligence? Et qu'en est-il aujourd'hui? A-t-on encore besoin des intellectuels dans un monde où les réseaux sociaux font la loi? Et si oui, ou au contraire, sont-ils néfastes encore au débat? Eh bien, pour en débattre ce soir de ce rôle de l'intellectuel, j'ai invité deux intellectuels, l'académicien Alain Finkielkraut et l'essayiste Samuel Fitoussi. Bienvenue dans le club Le Figaro Idées. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue dans le club Le Figaro Idées. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de vous rassembler. Vous appartenez à deux générations différentes. Alain Finkielkraut, on ne vous présente plus aux lecteurs du Figaro et aux téléspectateurs du Figaro TV. Vous êtes académicien, philosophe. Vous avez beaucoup réfléchi justement sur le rôle de l'intellectuel. Comment passer de ce rôle de l'intellectuel engagé du XXe siècle à celui d'un spectateur de l'actualité, mais qui en même temps donne son avis, réagit, tout en luttant contre les travers idéologiques. Je signale votre dernier livre, Pêcheur de perles, paru chez Gallimard en janvier 2024, mais aussi La modernité à contre-courant, chez Bouquin, où justement vous avez rassemblé plusieurs essais où vous prenez parti dans l'actualité. Samuel Fitoussi, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes essayiste, chroniqueur au Figaro. On peut vous lire tous les lundis dans les pages débat du Figaro. Vous donnez votre regard ironique sur l'actualité. Alors, je ne sais pas si vous définiriez vous-même comme un intellectuel. En tout cas, dans ce livre, vous êtes parti vous publiez ce livre, donc Pourquoi les intellectuels se trompent, votre deuxième livre, où vous essayez de réfléchir au fait pourquoi les intellectuels, les gens les plus cultivés, les plus intelligents, ont souvent fait des choix idéologiques désastreux, et vous essayez de comprendre pourquoi. Et je crois que vous avez une grande admiration pour Alain Finkielkraut, que vous suivez depuis longtemps, et que vous êtes content de vous confronter à son intelligence. Mais j'aimerais vous commencer par vous, Alain Finkielkraut. Vous m'aviez dit que le titre de ce livre, Pourquoi les intellectuels se trompent, vous avait heurté, parce que vous le trouviez peut-être un peu trop exagéré. C'est-à-dire que, oui, je me semble qu'il serait plus exact de se demander pourquoi des intellectuels se trompent. Au XXe siècle, ce sont aussi des écrivains, des philosophes qui ont éclairé le monde sur l'histoire et sur l'actualité. Alors il est vrai, des intellectuels se sont trompés. Et en outre, j'ajoute qu'il faut revenir aussi à l'origine du terme. Le mot est employé pour la première fois, je crois, par Saint-Simon, mais il est entré dans la langue courante avec l'affaire Dreyfus. La lettre de Zola, J'accuse, est aussi un manifeste qualifié de manifeste d'intellectuel par Clémenceau en faveur de Dreyfus. C'est l'acte de naissance des intellectuels. Et c'est un acte de naissance plutôt glorieux. Tout le monde pensait, en 1894, au moment de la dégradation de Dreyfus, qu'il était coupable. C'est l'obstination de son frère, relayée par Bernard Lazare, qui a mobilisé peu à peu un certain nombre de grandes figures du monde politique et du monde intellectuel qui sont allées au-delà de leurs préjugés et qui ont cherché des preuves. Ce qui est très beau dans l'affaire Dreyfus, c'est le travail d'un certain nombre d'intellectuels pour vérifier les faits. Après tout, le livre de Jaurès, c'est les preuves. Donc, voilà. Et l'intellectuel, depuis lors, et on verra qu'il faut peut-être affiner la définition, c'est celui qui pose la plume pour répondre à un certain nombre d'exigences morales.
et il ne faut pas non plus, si vous voulez, se débarrasser de cette origine. Il faut être à la hauteur. Et d'un autre côté, même ce dreyfusisme originel pose un problème, parce que l'affaire Dreyfus est claire. Je veux dire, il y a une forfaiture qu'il faut dénoncer. Et beaucoup de manifestes qui ont suivi l'affaire Dreyfus ont voulu se placer sous ce modèle qui est celui, enfin, en quelque sorte, qui est un modèle un peu manichéen. J'accuse. De la lutte, voilà, pour la justice contre l'injustice, la vérité contre le mensonge. Il arrive que la réalité soit plus complexe et, curieusement, les intellectuels, certains intellectuels cherchent en effet à simplifier la réalité pour mieux s'engager, pour mieux s'investir. Donc, il faut en effet se référer au dreyfusisme des origines, mais ne pas ériger forcément l'affaire Dreyfus en modèle absolu. Toutes les situations ne sont pas aussi claires, aussi transparentes. Samuel Fitoussi, vous assumez d'avoir employé le terme « les intellectuels » parce que dans votre livre, vous dites qu'il y a un aveuglement propre à l'intelligence, que ce n'est pas par hasard si les intellectuels sont portés, selon vous, à l'aveuglement idéologique. Il y a quelque chose dans la dimension même de l'être intellectuel qui fait qu'on est porté vers l'aveuglement. Est-ce que vous n'oubliez pas justement des cas comme l'affaire Dreyfus où effectivement l'intellectuel a été clairvoyant? Oui, dans mon titre, je ne dis pas que tous les intellectuels se trompent, et encore moins qu'ils se trompent tous tout le temps. Je cherche à expliquer pourquoi des esprits brillants se trompent lorsqu'ils se trompent. Ce qui, à nouveau, ne veut pas dire qu'ils se trompent tous. Certains, je m'appuie énormément dans mon livre sur la pensée d'intellectuels comme Raymond Aron, comme Jean-François Revel, comme Alain Finkielkraut, qui ont été lucides, ont su rester guidés par le souci de la vérité et résister au conformisme de leur époque. Mais effectivement, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, il y a quand même, en tout cas sur la période que je couvre, qui est surtout post-Seconde Guerre mondiale, il y a quand même une interrogation, c'est comment tant d'esprits brillants ont pu se fourvoyer à ce point. Pour donner quelques exemples, on peut Simone de Beauvoir, qui reste une idole intellectuelle encore de nos jours, et qui était une femme évidemment brillante, dans les années 50, elle se rend en Chine maoïste totalitaire. Elle y reste quelques semaines. Elle revient, elle rencontre Mao et elle revient, elle publie un livre de 450 pages à la gloire de Mao, une éloge lyrique du maoïsme. Elle écrit « Le maoïsme est un humanisme ». Elle dit que la Chine met en place les politiques que devrait mettre en place toute nation soucieuse du bien-être de son peuple. Sous-entendu, la France ferait bien de s'en inspirer. Et elle, pendant des années, elle ne renie pas ses positions. Sur Staline, elle a aussi défendu l'indéfendable. Elle a écrit que les purges, le goulag et les assassinats d'opposants politiques pouvaient être justifiés parce que cela a été fait au nom de la, je cite, construction positive communiste qui allait permettre d'apporter un immense bonheur à un immense nombre d'hommes. Elle s'est aussi trompée sur Cuba, et on pourrait faire les mêmes analyses sur Sartre, même si ça a plus été dit. Et c'est ce qu'Aron reprochait notamment à Sartre. Aron, dans ses mémoires, dit que Sartre employait sa virtuosité dialectique et toute son intelligence dans la défense de l'indéfendable. Et donc moi, ces biais propres aux intellectuels, ces ressorts de l'erreur et de l'aveuglement idéologique que j'essaye d'analyser dans mon livre. Mais est-ce que c'est pas facile de juger a posteriori? Par exemple, on peut prendre un exemple qui est revenu récemment dans l'actualité, l'exemple des Khmers rouges. Alain Finkielkraut, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la libération de Phnom Penh en 1975, mais c'est vrai qu'une partie de la gauche de l'intelligentsia, on a la une de Libération qu'on voit là, a célébré l'arrivée des Khmers rouges et a eu du mal à reconnaître la dimension totalitaire. Et on était quand même 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, 20 ans après le génocide des Juifs. Comment expliquer vous qui avez vécu d'ailleurs cette période, comment vous expliquez cet aveuglement persistant? Je n'ai jamais manifesté le moindre enthousiasme pour les Khmers rouges. J'ai eu ma période gauchiste, c'est vrai. Mais bon, dès 1974-75, c'était fini. Et ça a été pour moi d'ailleurs une période de conformisme, si vous voulez. J'ai fait 68 comme tout le monde. Vous savez,
dans son livre Être étant, Heidegger parle de la dictature du « on ». Et il dit « on parle comme on parle », voilà, on pense et il dit aussi « on s'indigne comme on s'indigne ». C'est une phrase très intéressante, parce qu'en effet, toute ma génération se révoltait contre la société de consommation, contre le capitalisme, et j'ai pris, un peu comme tout le monde, le train en marche. Vous avez senti ce poids du conformisme à l'époque? Oui, donc j'ai vu la part du conformisme. Alors aussi sur les Khmers rouges, c'est très intéressant, parce que les Khmers rouges voulaient éliminer tous les ennemis du peuple. Ils l'ont fait avec une fureur vraiment génocidaire. Mais leurs ennemis principaux, ceux en tout cas qui se désignaient comme tels, c'était ceux qui portaient des lunettes. Donc vous voyez, j'enlève les miennes. Ceux qui portaient des lunettes, donc si vous voulez, ils avaient les intellectuels en ligne de mire. Oui, mais c'était eux-mêmes des intellectuels, les leaders. Oui, certains, enfin les grands leaders avaient fait leurs études à Paris, c'est vrai, mais la base Khmer rouge, c'était des adolescents, c'était des enfants, comme d'ailleurs les gardes rouges. Donc le XXe siècle, c'est aussi la mobilisation effrénée de la jeunesse. Et je pense que de cela, on n'a pas tiré toutes les leçons. On devrait, c'est un âge dont il faut célébrer les aptitudes et les vertus, mais dont il faut savoir se méfier, parce que ces enthousiasmes peuvent mener au pire. Mais pour en revenir à cette folie des intellectuels, je crois qu'en effet, elle a parcouru le XXe siècle, et elle est très paradoxale, parce que en effet, les intellectuels qui se sont engagés au sens sartrien du terme ne croyaient pas en la complexité du monde. La complexité était une mystification, un rideau qu'il fallait déchirer pour accéder au réel. Le réel, c'était l'antagonisme. C'était, comme le dit Alain Badiou dans un livre demeurant très intéressant, Le siècle, c'était le chiffre 2. 2 de force. Et le malheur du XXe siècle, c'est le renversement de la formule de Clausewitz. La guerre, c'est la politique menée par d'autres moyens. Et au XXe siècle, à la suite de la Première Guerre mondiale, dans le sillage de Lénine, on a dit non, la politique, c'est la guerre par d'autres moyens. Marx avait déjà dit toute l'histoire des sociétés n'est que l'histoire des luttes de classe, n'est que cette réduction, et de la lutte, on est passé à la guerre. Et Nizan, lui, a écrit « Il n'y a plus que, toujours la même réduction, que deux espèces humaines, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. » Et donc, ces intellectuels engagés, mais ils ont choisi, croyait-il, le camp des opprimés. Et au nom des opprimés, ils ont justifié les pires horreurs, les pires turpitudes, parce que, à travers ces turpitudes, allait s'accomplir la libération du genre humain. Mais ce qui est tout à fait fascinant et énigmatique, c'est cette hostilité de ceux qui ont pour mandat de réfléchir à la complexité du monde. Samuel Fitoussi, comment vous expliquez justement, George Orwell disait les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires. Alors je ne sais pas si c'est vrai, s'ils ne surestiment pas aussi la common decency chez les gens ordinaires, mais est-ce qu'il y a un goût, pourquoi il y aurait ce goût particulier de la radicalité chez les gens qui sont censés être les plus cultivés, les plus intelligents? D'où ça vient? Oui, il semble en effet, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, y avoir une appétence toute particulière pour le totalitarisme de la part des intellectuels ou de certains intellectuels. Comment l'expliquer? Je donne plusieurs pistes dans mon livre, mais il y a, déjà, on pourrait parler d'une forme de rejet des démocraties libérales qui est propre aux intellectuels. Roger Scruton parle d'oikophobie, que vous reprenez à votre tour, et c'est
Donc l'oikophobie qui décrit la haine de sa propre maison. C'est l'inverse de la xénophobie. La xénophobie, c'est le rejet irrationnel de tout ce qui vient d'ailleurs. Et l'oikophobie, c'est la haine du soi. Pourquoi Scruton, quand il parle de ça, il parle de l'oikophobie propre à l'intelligentsia. Il ne parle pas de l'homme ordinaire. Pourquoi est-ce que l'intelligentsia en Occident est oikophobe? Il y a plusieurs explications. L'une d'elles, c'est que peut-être que les démocraties libérales ne confèrent pas un rôle suffisamment important à l'intellectuel. Scruton dit les intellectuels sont naturellement attirés par un modèle de société totalitaire, car ils imaginent que c'est eux qui en seront les responsables. Orwell, ils ont une place dans le dispositif et dans l'ingénierie sociale du nouveau monde. C'est ça. Dans les démocraties libérales, il n'y a pas de plan imposé par le haut. L'ordre est spontané. C'est le résultat des actions individuelles, des décisions d'entreprise, d'entrepreneurs de génie. C'est les citoyens demandent, allouent leurs ressources comme ils le souhaitent, obtiennent ce qu'ils veulent, etc. Des associations se forment. Alors que dans un modèle de société plus autoritaire ou totalitaire, l'intellectuel peut théoriser sur sa feuille de papier la société idéale et le politicien applique ses idées. Il y a un intellectuel, un anarchiste russe qui disait que le rôle que les intellectuels marxistes souhaitaient en réalité instaurer une pédantocratie où les pédants, c'est-à-dire les théoriciens marxistes, seraient au pouvoir et pourraient diriger. Orwell lui aussi s'interrogeait sur la fascination des intellectuels anglais pour Staline. Il disait quand on regarde les intellectuels anglais, on dirait que dire du mal de Staline, pour eux, c'est une forme de blasphème. Et il disait, en réalité, ils regardent l'URSS et ils ont l'impression que l'URSS est un régime où ce sont les intellectuels qui tiennent le fouet et qui gouvernent enfin. Et ceci, disait-il, explique pourquoi lui aussi utilisait le terme d'anglophobie avant même l'oikophobie. Et il a une phrase très drôle, Orwell, il disait « Quand on regarde l'intellectuel de gauche moyen, on a l'impression qu'il aurait davantage honte à être aperçu en train de chanter l'hymne national la main sur le cœur que aperçu en train de voler dans une boîte à dons pour pauvres. » Donc voilà, Orwell avait des lignes ironiques fascinantes sur ce sujet et en effet, le rejet des démocraties libérales pourrait expliquer l'enthousiasme des intellectuels du XXe siècle pour le communisme. Alain Finkielkraut, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait une attirance spontanée des intellectuels pour les régimes totalitaires. Ils sont devenus, en effet, pour un certain nombre d'entre eux, des compagnons de route. Je dis un certain nombre d'entre eux, parce que face à Sartre, il y avait notamment Camus. Camus a tenu bon. Et Miłosz, d'ailleurs, le poète polonais, lui rend un magnifique hommage. Miłosz arrive en France après la guerre, il travaille à l'ambassade polonaise, il demande l'asile politique, et tous les intellectuels français se détournent de lui, parce qu'il a trahi la cause qu'il était censé représenter. Il a connu un seul interlocuteur fraternel, Camus. Donc il ne faut pas oublier ça. Heureusement, l'intelligentsia a toujours été en débat. Sartre, Paul-Louis Landsberg, en 1937, donne une définition, malheureusement c'est une figure intellectuelle totalement oubliée, de l'engagement. C'est une décision pour une cause imparfaite. Et Paul-Louis Landsberg a été recouvert, si on dit, par le Sartre des temps modernes. L'engagement, c'était la décision pour une cause jugée parfaite, parce que c'était celle des opprimés. L'intellectuel est allé spontanément à gauche et même à l'extrême gauche, parce qu'il divisait le monde entre oppresseurs et opprimés. Il ne croyait pas en la démocratie libérale, parce qu'il y voyait un leurre, un mensonge. La vérité de la démocratie libérale, à ses yeux, c'était le capitalisme, donc l'exploitation. Et Sartre est allé jusqu'à dire élection piège à con. Et même le Sartre vieillissant, le Sartre qui répond dans un entretien testamentaire à Béni Lévy, l'espoir maintenant, il revient sur ses engagements de jeunesse, son approbation de la terreur révolutionnaire, mais à un moment donné, il dit la droite, pour moi, c'est les salauds. Il le dit aussi
juste avant sa mort. La droite, c'est les salauds. La droite, c'est les salauds. Donc, mais il se place non pas dans l'horizon du totalitarisme, mais dans l'horizon de la fraternité. Voilà. On doit déboucher sur une société fraternelle. Et à ce moment-là, tous les moyens peuvent être bons. Et à ce moment-là, on peut glisser dans une logique totalitaire. Mais on ne le fait que parce que, au départ, on a réduit le monde à cette confrontation des oppresseurs et des opprimés. Et c'est ça, à mon avis, la faute intellectuelle majeure. C'est une générosité dévoyée. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et Samuel Fitoussi, vous l'expliquez dans votre livre, il y a aussi le fait que il est difficile pour un intellectuel de changer d'avis, et notamment aussi le fait que les intellectuels ne payent pas leurs erreurs. C'est-à-dire quand ils se trompent, la facture ne vient jamais. Quand un entrepreneur, un boulanger fait du mauvais pain, on arrête d'acheter son pain. Quand un intellectuel adopte des mauvaises idées, ces idées elles continuent à circuler. Il n'y a pas la sanction finalement du marché, on va dire. Est-ce que vous pouvez développer ? Exactement. Donc, en fait, je montre dans mon livre que la raison humaine n'a pas été façonnée par l'évolution uniquement pour nous mener vers la vérité, mais aussi pour nous permettre d'acquérir une bonne réputation aux yeux des autres, un bon statut social. Donc on est tiraillé entre la rationalité épistémique qui nous guide vers la vérité et la rationalité sociale qui nous permet d'avoir une bonne image. Mais pour l'entrepreneur, comme vous avez dit, s'il choisit uniquement la rationalité sociale et commet des erreurs grossières de raisonnement, son entreprise pourra faire faillite, il subira lui-même les conséquences de ses erreurs. Alors qu'un intellectuel peut se tromper toute sa vie sans jamais subir lui-même les conséquences de ses erreurs. Donc il a le luxe de pouvoir choisir ses idées surtout pour leur valeur sociale plutôt que pour leur valeur de vérité. Et ceci est accentué par le fait que pour un intellectuel, le coût de la vérité peut être très élevé quand cette vérité est impopulaire ou quand cette vérité ne coïncide pas avec ce que les autres estiment être la vérité. Un bon exemple de ça, c'est le cas de Simon Leys, dont on parle peut-être, qu'on connaît, mais dont on parle peut-être pas assez. Simon Leys, en 1974, est rentré d'Asie et il avait observé que le maoïsme était globalement une catastrophe, que des dizaines de millions de morts s'accumulaient. Et il a écrit un livre où il racontait tout ça. Le Monde et le Nouvel Obs l'ont traité de charlatan qui ne savait pas de quoi il parlait. L'intelligentsia, pas toute à nouveau évidemment, parce qu'il y avait des gens comme Aron, comme Revel, mais une partie de l'intelligentsia lui a rionné. Il voulait faire une carrière, il était prédestiné à une belle carrière universitaire, les portes de l'université se sont refermées sur lui. D'ailleurs, finalement, il a été vivre en Australie. Donc pour lui, alors que lui avait raison, il a subi le coup de cette vérité impopulaire. Alors qu'en face, ceux qui le diffamaient, ses contempteurs, eux, n'ont pas subi le coup social de leur erreur. Oui, mais quand même, Simon Leys, aujourd'hui, est réhabilité. Oui. On a compris qu'il avait raison avant les autres. Et celle qui est dans le purgatoire, sinon même en enfer, c'est Maria Antonietta Mazzocchi, qui avait écrit un livre de voyage de la Chine, où elle était plus enthousiaste encore que Simone de Beauvoir. Et on repasse souvent les terribles émissions apostrophes où Leys se confronte à Mazzocchi et il la pulvérise. C'est ça, la réalité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Au moment de l'apparition de L'Homme révolté, ce livre extraordinaire de Camus, où il essaye, avec une grande profondeur, alors qu'il n'était pas philosophe, de réconcilier la révolte et la limite, l'idée de limite, l'intelligentsia se gausse, Breton même, dit tout ça n'a aucun sens, etc. C'est une vision bourgeoise de la révolte. Francis Janson, au nom de Sartre, écrit un article, Albert Camus, où l'âme révoltée, extrêmement violent. Camus répond, Sartre prend sa plume, traite Camus avec mépris, en disant non seulement qu'il a tort, mais à peu près qu'il est idiot, qu'il ne connaît pas la philosophie. Et Camus est vraiment mis KO par ces attaques. Aujourd'hui, on lit Camus, on juge L'Homme révolté à sa juste valeur. On sait que Le Premier Homme, c'est son chef-d'œuvre terminal. Et Sartre est très violemment, et je dirais même trop violemment condamné. Moi,
j'ai en tête. C'est intéressant ça, parce que il faut faire attention à ne pas donner le coup-pied de l'âne. Nous avons la chance de vivre dans une autre période que celle, justement, de la guerre froide, mais je pense au livre de Michel Onfray, L'autre collaboration, aux origines de l'islamo-gauchisme. Et il y a des portraits au vitriol de Sartre, de Beauvoir, de Ricoeur, de Badiou, de Ricoeur, qui a été 2 ans pétainiste, et tous les livres de Ricoeur sont lus à la lumière de ce pétainisme. Et sur Sartre, c'est presque, si vous voulez, insoutenable. Il était atroce, il a même été antisémite, quand il était vieux, il faisait pipi dans ses culottes, enfin des choses absolument épouvantables. Et Sartre, Sartre paye le prix, si vous voulez. On ne lit plus beaucoup, on ne monte pas son théâtre, et il faut être capable de dire aujourd'hui qu'il n'est pas réductible à ses engagements. Ses engagements étaient tous plus catastrophiques les uns que les autres. Mais il y a aussi la phénoménologie de Sartre, il y a aussi les analyses étourdissantes de l'être et le néant, celle de l'idiot de la famille, etc. Donc voilà, et on a un peu tendance à le clouer au pilori pour un certain nombre de formules. C'est ça l'immortalité de Sartre. C'est cette terrible phrase de la préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, donc pendant la guerre d'Algérie, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Voilà ce qu'il a osé écrire. Mais aujourd'hui, il n'existe plus que par ce genre de phrases. Donc il faut essayer d'être très attentif, nous-mêmes. Ces intellectuels leur péché, c'est de n'avoir pas voulu accepter la complexité, mais ne succombons pas nous-mêmes à cette simplification à leur égard. Oui, Samuel Fitoussi, est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi une arrogance à vouloir juger nous qui savons le passé ou les engagements du passé? Certes, oui, aujourd'hui, maintenant qu'on sait, on peut. Mais est-ce que vous avez pris garde dans votre livre à ne pas tomber dans cette tentation de l'arrogance? C'est sûr, je le dis à la fin, c'est sûr que le bien et le mal sont beaucoup plus facilement discernables dans le passé que dans le présent. Et quand une erreur s'impose dans le présent, par définition, on ne la considère pas être une erreur, parce que sinon elle ne se serait pas imposée. Mais pour Sartre, c'est vrai qu'il ne faut pas juger son œuvre à l'aune de ses engagements, mais on peut dire qu'il s'est très lourdement trompé lorsqu'il s'est engagé, et il était certainement pas antisémite, je pense que Onfray se trompe en effet, mais il a quand même, c'est un autre de ses égarements, applaudi le terrorisme palestinien au JO de Munich, ce qu'on peut évidemment lui reprocher, mais je suis d'accord avec vous, il ne faut pas non plus, parce qu'on est en désaccord avec Sartre sur beaucoup de choses, condamner son œuvre tout entière, qui évidemment, Sartre était un esprit brillant, un intellectuel majeur, mais je pense quand même que de leur vivant, Solzhenitsyn disait que Sartre, toute sa vie, était resté le maître à penser de l'intelligentsia occidentale. Donc, de son vivant, Sartre n'a jamais vraiment payé le prix de ses erreurs. Et Simon Leys, oui, si vous voulez, il a atteint aujourd'hui, on parle de lui, l'histoire l'a réhabilité, mais moi je pense à une phrase de Woody Allen. Woody Allen, quelqu'un lui dit tu vas atteindre l'immortalité grâce à ton œuvre, et Woody Allen répond moi j'aimerais atteindre l'immortalité dans mon appartement, je m'en fiche d'atteindre l'immortalité dans mon œuvre. Et donc voilà, Simon Leys, ça lui fait une belle jambe aujourd'hui d'avoir atteint l'immortalité, reste que de son vivant, il était ostracisé, et il a dû s'exiler, s'exiler entre guillemets, en Australie. J'aimerais que... Vous avez raison. Un mot peut-être. Non, après je veux avoir le présent. Non, allez-y. Non, mais je voulais... on parlait des erreurs du passé, mais je voudrais parler des erreurs d'aujourd'hui. Parce qu'on pourrait dire que ça continue, l'égarement des intellectuels. Ça n'a pas cessé avec la mort de Sartre. Et je voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo, que vous avez sans doute déjà vu ces images, mais voilà, de Fabrice Balanche, un professeur d'université, qui a été chassé par des étudiants militant pro-palestinien de son amphithéâtre et qui nous montre que la radicalité existe toujours au sein de l'université aujourd'hui. Bon, il est en train de prendre ses affaires, je pense qu'il a très bien compris qu'il ne pourrait pas argumenter. Mais c'est pas la seule chose. Ce monsieur est pro-Assad. Vous connaissez tous le dictateur. Excusez-moi. Malheureusement. Non, bah non, monsieur, on n'a pas fini. C'est pas fini. Il faut assumer.
Alain Finkielkraut, comment vous réagissez à ces images? Est-ce que ça ne montre pas qu'aujourd'hui, l'université est toujours un lieu de sectarisme qui n'a rien appris des leçons du passé? Mais c'est plus que jamais un lieu de sectarisme. Même au temps du gauchisme, les choses n'allaient pas aussi loin. Paul Ricoeur avait pris une poubelle sur la tête. Oui, il avait pris une poubelle sur la tête, mais moi je ne me souviens pas, dans ma période d'étudiant, de cours interrompus, de professeurs insultés, alors que là, c'est de plus en plus fréquent, ce qu'on appelle la cancel culture. Et puis, plus récemment encore, il y a eu la manifestation contre l'islamophobie, après l'assassinat de la mosquée du Gard. Jérôme Guedj a été exclu, député de gauche, a été exclu de la manifestation au cri de sale sioniste. C'est la manière de dire sale juif aujourd'hui. Donc nous avons aussi cette figure tout à fait inattendue d'un antisémitisme claironnant, forcené, qui a pignon sur rue et qui se situe totalement à l'extrême gauche et qui s'exprime, entre autres, à l'Assemblée nationale. C'est quand même une situation inouïe. Personne ne pouvait penser ça. C'est la parenthèse post-hitlérienne qui se ferme sous nos yeux. En plus, un antisémitisme plein de bonne conscience, puisque c'est pas à la race juive qu'on s'en prend, mais au racisme juif. Ce n'est plus le peuple déicide non plus, c'est le peuple génocide. Voilà. Mais pour les juifs, si vous voulez, de toute façon, ça revient au même, ils sont attaqués. Et ils le seront, nous le serons de plus en plus. Ce qui est extrêmement grave, c'est de voir, en effet, toute une partie du monde universitaire succomber à nouveau à la magie du chiffre 2. Il y a eu une période antitotalitaire que j'ai bien connue, les années 80-90. C'était tout à fait extraordinaire. Tout le monde se parlait. Les gens de la revue Esprit, de la revue Commentaire, de la revue Le Débat, etc. Ça discutait dans tous les coins. Ça fourmillait d'idées, on était en désaccord. Mais la période s'est close en 2002, avec la parution du livre de Lindenberg, Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Liste noire, commanditée par Pierre Rosanvallon, qui a fait d'ailleurs exploser le centre Aron, puisque parmi les accusés, il y avait Pierre Manant et Marcel Gauchet, deux membres éminents du centre Aron. Et depuis, les choses sont allées en empirant. Pourquoi magie du chiffre 2 ? Donc, on n'est plus dans la dénonciation de l'exploitation, mais de l'exclusion, de la ségrégation, de la discrimination. Et alors, on défend toutes les minorités stigmatisées ou discriminées, mais le chiffre 2 rejoue, puisque on a découvert l'intersectionnalité des luttes, donc toutes ces minorités se rejoignent dans la dénonciation du mal blanc occidental. Voilà. Et c'est à cela qu'on assiste, à cette simplification vertigineuse. Et là, j'en reviens à l'oïkophobie dont vous parlez, parce que c'est en effet un Occident qui ne cesse de battre sa coulpe. Octavio Paz l'avait déjà dit dans un article extraordinaire sur Sartre, à la mort de Sartre. Il avait écrit « La tradition critique, c'est la gloire de l'Occident. Sans cette tradition, nous ne serons rien. » Mais elle a basculé en haine de nous-mêmes et de notre monde. Et il reproche à Sartre son masochisme moralisateur. Nous sommes en plein dedans, sauf qu'il ne s'agit peut-être pas de masochisme, mais de narcissisme. Parce que notre époque, qui en effet se bat la coulpe, estime qu'elle est la meilleure époque de l'histoire. Jamais avant nous, on a été aussi sensible à toutes les exclusions, à toutes les discriminations. Ce qui fait que les metteurs en scène de théâtre convoquent les œuvres et ils les déconstruisent, au théâtre ou opéra. C'est-à-dire,
les œuvres, on montre dans telle œuvre, comment les femmes ont été oubliées ou opprimées, où on en fait des illustrations des théories actuelles du genre, etc., ou de la dénonciation du sexisme et du racisme, etc. Donc les œuvres ne sont plus étudiées pour elles-mêmes. Le passé n'a rien à nous apprendre. C'est nous qui pouvons l'éclairer sur ses errements, ses égarements, ou bien ses anticipations. Donc il y a une sorte de narcissisme du présent qui tient aussi à cette idée, voilà, nous avons la clé de l'univers, nous en avons compris l'énigme, nous luttons de front contre toutes les discriminations dont les femmes et les hommes ont été et sont encore l'objet. Et voilà, et vous avez aussi, preuve ultime de la folie dans laquelle nous sommes tombés, l'écriture inclusive. De plus en plus de livres aujourd'hui sont écrits au moins partiellement en écriture inclusive. J'ai l'impression qu'il y a un petit reflux, parce que c'est trop compliqué à utiliser. Mais Samuel Fitoussi, vous, dans votre livre, vous dites que l'université est devenue carrément le temple de l'irrationalité. Comment expliquer que, effectivement, l'endroit où le savoir devrait être développé se développent des théories aussi farfelues, par exemple, que la théorie du genre, enfin, qui dit qu'il n'y a pas qui nie la biologie des sexes, ou des théories comme ça. Juste un mot sur le narcissisme de notre époque, parce que je suis absolument d'accord. Dans mon livre précédent sur les séries woke et les films woke, je montrais que il s'est passé un phénomène très étrange ces 5-6 dernières années, où la figure du mentor a complètement disparu. Et dans les scénarios woke, désormais, ce n'est plus par exemple les personnes âgées qui éduquent les personnages jeunes, c'est l'inverse. C'est les jeunes qui déconstruisent et rééduquent leurs grands-parents en leur disant, voilà, ça tu peux plus dire ça aujourd'hui, etc., etc. Et à travers ça... C'est la révolution culturelle. Voilà, la révolution culturelle. Et à travers ça, c'est les scénaristes qui se flattent eux-mêmes parce qu'ils signalent leur appartenance à cette jeune génération qui sait tout, qui éduque ses aînés, qui ont construit un monde vicié, etc. Donc voilà, bon, ça c'était sur ce sujet. Et sur l'université, je pense que l'université est non seulement effectivement le temple de l'irrationalité aujourd'hui, mais aussi le temple de l'oïkophobie. Il y a eu, il y a quelques années, un canular académique de 3 chercheurs qui se sont amusés à publier des faux papiers scientifiques complètement farfelus dans des revues. Dans des revues académiques, revues par les pairs, validées par les pairs, etc. Et la plupart des papiers ont été acceptés. Et ce qu'ils voulaient montrer, c'est que désormais, pour publier un papier soi-disant scientifique, parfois, il faut et il suffit que le papier accable l'Occident. C'est-à-dire, ils ont publié même un extrait de Mein Kampf où ils ont remplacé juif par mâle blanc cisgenre, en montrant que les mâles blancs cisgenres tiraient les ficelles de nos sociétés, et le papier a reçu des compliments. Ils ont publié un papier sur la culture du viol dans les parcs à chiens, le papier a été accepté. Donc, ils ont montré qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle science dans les départements de sciences sociales n'a souvent plus grand-chose à voir avec la science. On part des conclusions de départ, à savoir l'Occident est raciste, patriarcal, misogyne, etc. Et du moment que quelque chose valide ses conclusions ou légitime ses conclusions, on l'accepte. Pourquoi est-ce que l'irrationalité s'impose plus facilement dans l'université ? Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs. Déjà, la nécessité de se conformer est plus grande à l'université, à la fois pour les étudiants, parce que les études montrent que c'est entre l'âge de 15 et 21-22 ans que le besoin d'acceptation sociale est le plus fort dans le cerveau humain, le besoin d'appartenir à des groupes. Et donc le coût social de la dissidence est plus fort pour les étudiants et les pressions de la rationalité sociale sont pour eux plus fortes. Et à la fois pour les universitaires, parce que le mécanisme de validation par les pairs institutionnalise la logique de la validation par le référentiel social. Pour qu'un papier soit publié, il n'y a pas de critère de vérification empirique, sauf bien sûr dans certaines sciences dures, mais dans les sciences sociales, le critère de validité, c'est est-ce que d'autres l'approuvent. Donc la pression de conformité est très très forte, hein, elle est même institutionnalisée. Je parle dans mon livre de Raymond Boudon, le célèbre sociologue libéral, qui raconte dans Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, que des collègues sociologues à lui, qui après avoir acquis la réputation d'être de droite, avaient beaucoup plus de mal à publier. Donc voilà, pour un certain nombre de mécanismes comme ça qui font que l'irrationalité, à mon sens, peut facilement s'imposer à l'université, surtout dans les sciences sociales. Je discuterais peut-être le terme d'irrationalité. Depuis Hegel et Marx, nous pensons, ou on a pensé que la raison se réalisait dans l'histoire.
c'était le marxisme. Donc, l'histoire se présentait comme un grand récit, le grand récit de l'émancipation humaine. Le réel était rationnel. D'où la difficulté d'un certain nombre d'accepter les événements qui ne se conformaient pas à ce narratif. Et vous parlez de Koestler dans votre livre, oui, Koestler va en Union soviétique et il ne voit pas ce qu'il voit. Et après il s'est lui-même interrogé sur cette cécité volontaire. Et ça continue, ou ça reprend de plus belle, et pas seulement dans le monde universitaire et intellectuel, mais aussi et surtout dans le monde médiatique. Il y a un grand récit aujourd'hui. C'est le grand récit antiraciste. Et tous les événements non conformes à ce grand récit sont écartés par les médias vertueux. Je rappelle souvent le destin du livre « Les territoires perdus de la République ». Ce sont des enseignants, sous la direction de Georges Bensoussan, qui nous expliquent en 2002 ce qui se passe dans les banlieues. L'oïkophobie, la francophobie en l'occurrence, un antisémitisme, un sexisme, etc. Mais pourquoi des enseignants? Pourquoi pas des journalistes? 10 ans après, conférence de presse de Bensoussan sur les 10 ans du livre. J'y vais, il parle, il dit maintenant, l'antisémitisme dans les banlieues, c'est plus une opinion, c'est un code culturel. Il n'y a pas un journaliste, il n'y en a pas un, pas un seul. Donc, voilà. Et alors, il y a toute une presse qui, évidemment, n'est pas à ce point bien pensante, mais la presse vertueuse sélectionne les événements. Et ceux qui ne sont pas conformes sont édulcorés, voire tout simplement occultés. L'autre jour, on apprend cette chose absolument extraordinaire, que la maire de la ville de Vendôme a refusé un hommage à des justes, une famille de justes, les Philippot qui avaient sauvé des Juifs, pour ne pas froisser la communauté turque. J'apprends ça sur CNews, la presse Bolloré. Bon, alors d'ailleurs, la maire est revenue sur sa décision, mais n'importe quel... Le Monde, si Le Monde était le journal qu'il prétend être, il envoie des journalistes pour faire une enquête. Comment c'est possible? C'est quoi cette communauté turque qui ne peut pas supporter la moindre référence à l'extermination? Quel rapport? Parce qu'ils ne supportent pas non plus le génocide arménien. Mais il faudrait le savoir. Le savoir. Non, non, non. Ça n'existe pas, ou ça existe dans les marges de la profession, parce qu'il s'agit, avant toute chose, de préserver le grand récit des événements qui pourraient perturber son cours. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur une figure, l'émission va bientôt se terminer, mais sur la figure de Raymond Aron. Parce que vous avez fait une très belle émission d'ailleurs sur Réplique, sur l'opposition entre Sartre et Raymond Aron. On a beaucoup parlé de Sartre. Et j'aimerais vous demander, Alain Finkielkraut, si vous vous reconnaissez dans cette figure de Aron, dans cette figure de l'intellectuel. Alors lui se définissait comme un spectateur engagé. Est-ce que pour vous, l'attitude intellectuelle de Raymond Aron est la bonne, c'est-à-dire cette distance par rapport à l'engagement? Alors, je vous citerai un autre auteur, justement, pour illustrer ce débat. C'est un philosophe colombien absolument extraordinaire, Nicolas Gómez Dávila. L'intellectuel n'oppose pas à l'homme d'État l'intégrité de l'esprit, mais le radicalisme de l'inexpérience. Je fais mienne cette citation, et évidemment, justement, Raymond Aron voulait défendre l'intégrité de l'esprit, et d'ailleurs, dans ses mémoires, il cite une anecdote pour lui constitutive. Nous sommes au début des années 30, il est Frei Mouloud de l'École normale, il est convoqué au ministère des étrangères, où Édouard Herriot vient de faire son retour. Il fait une conférence sur la situation en Allemagne, très brillante, bon normalien, etc. Et le secrétaire d'État qui l'a invité lui dit « C'est absolument passionnant, merci, merci, mais
qu'est-ce que vous feriez à la place du ministre ? Et il n'a cessé de se poser cette question. Et je trouve que c'est en effet la question qu'on doit se poser quand on s'avise de réfléchir et de donner des conseils. J'ajoute aussi ceci, que je ne crois plus, moi, au grand récit, justement. Et je ne veux pas remplacer un grand récit par un autre, une forme de simplification par une autre. Et donc, je ne conçois pas le travail intellectuel sur le modèle de l'affaire Dreyfus. J'arrête de travailler pour répondre à une exigence morale. Pour moi, la question philosophique par excellence, c'est qu'est-ce qui se passe ? Je veux comprendre l'événement, à la manière de Peggy ou d'Hannah Arendt. Peggy est devenue journaliste, journaliste par quinzaine quand même, pour essayer de comprendre. C'est un philosophe journaliste, si on peut dire, le plus grand de tous. Donc je ne me comparerai pas à ces deux personnages extraordinaires, mais j'essaye, dans la mesure de mes moyens, de suivre le même chemin. Donc, intervenir, mais réfléchir en même temps. Me poser sans cesse la question, qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que c'est Aron ? C'est de toute façon pas Sartre. Peut-être est-ce aussi Aron, mais disons, mes références en cette matière sont Charles Péguy et Hannah Arendt. Samuel Fitoussi, vous avez été marqué par la figure de Raymond Aron. Quelle place elle tient, selon vous, dans votre réflexion sur les intellectuels ? Oui, bien sûr. Aron, c'est un intellectuel incroyablement lucide, donc c'est toujours intéressant de le prendre en contre-exemple quand on s'intéresse aux égarements des intellectuels. Et j'ai été marqué par un passage des mémoires de Aron où il parle justement d'une conversation avec Sartre, quand ils étaient plutôt jeunes et amis. Et Sartre lui demande à quoi bon être un intellectuel et s'intéresser aux idées si on ne croit pas à l'idée d'un grand soir, d'une révolution potentielle où on façonnera un ordre social génial et utopique. Je paraphrase évidemment. Et Aron lui répond, je paraphrase à nouveau, mais il lui répond quelque chose comme « Je fais attention parce que je crois que la civilisation est une fine pellicule placée sur la barbarie. Si on la retire, la barbarie peut ressurgir à tout moment. Et je pense que ça illustre bien la différence entre deux visions de la nature humaine et un grand clivage chez les intellectuels, un clivage dont parle très bien le philosophe américain Thomas Sowell, entre une vision tragique de la nature humaine qui légitime une forme de conservatisme précautionneux et une vision rousseauiste, utopiste, qui part du principe que s'il existe aujourd'hui des imperfections dans nos sociétés, des féminicides par exemple, ce serait donc qu'il existe des constructions sociales problématiques et que l'on pourrait façonner un ordre nouveau duquel le malheur et le tragique seraient absents. Et ça légitime une forme de progressisme parfois extrême, voire une ferveur révolutionnaire. Alain Finkielkraut. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Samuel Fitoussi, mais ça me fait penser à cette phrase extraordinaire d'André Frossard. Le drame de la gauche, c'est qu'elle ne croit pas au péché originel. Le drame de la droite, c'est qu'elle ne croit pas à la rédemption. Voilà. C'est une très belle phrase. Mais d'ailleurs, vous, quelque part, Alain Finkielkraut, vous continuez à vous dire de gauche, alors même que vos prises de position vous classent plutôt sur l'échiquier politique à droite, en tout cas dans l'échiquier politique actuel. Est-ce que vous ne participez pas d'une forme de conformisme, mais de cette volonté d'appartenir à un clan, un camp? Vous tenez à cette étiquette de gauche, et Samuel Fitoussi dit quelque chose dans son livre sur ces intellectuels qui ont toujours besoin, même quand ils prennent des positions de droite, de se dire de gauche. Pourquoi tenir à cette étiquette? Est-ce que c'est... Non, je n'y tiens plus tant que ça. Je veux bien du qualificatif de droite, ça ne me gêne pas. On voulait être de gauche parce qu'encore une fois, la gauche, c'était dans notre esprit le camp de ceux qui souffrent, des déshérités, des opprimés. On ne pouvait pas être de droite parce qu'on ne pouvait pas se mettre du côté des puissants ou des méchants. Je suis sorti de ce manichéisme. Si j'ai longtemps tenu à me dire de gauche, c'est au sens de Jacques Julliard. Jacques Julliard qui a écrit de très belles chroniques dans Le Figaro, pas dans Le Monde. Or, c'était un homme de gauche, mais il avait vu la gauche trahir ses valeurs essentielles. La laïcité, la République, la nation, la sécurité. Tout cela complètement abandonné. Et Jacques Julliard disait, mais qu'est devenue la gauche? Alors c'est pour ça que j'ai eu cette formule dont je suis en train de sortir, c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. Peut-être ne suis-je plus du tout de gauche, parce que... C'est un scoop ce soir. à voir ce qu'elle est aujourd'hui, à une époque, c'était glorieux d'être de gauche, on était gentil, maintenant ça devient presque insultant.
Samuel Fitoussi, en lisant votre livre, on sort, moi je trouve quand même un peu déprimé, parce qu'on se dit, si autant de gens intelligents, cultivés, brillants, qui ont fait des études, qui ont lu des livres, qui se sont plongés dans les classiques, peuvent arriver à des conclusions aussi absurdes, à quoi ça sert en fait de continuer à essayer de devenir intelligent, de lire des livres quelque part, ça nous rend parfois plus bêtes. Est-ce qu'il n'y a pas un pessimisme profond sur l'intelligence dans votre livre ? Il y a, disons, un pessimisme sur la capacité d'une époque, quelle qu'elle soit, d'avoir raison sur tous les sujets et une bonne fois pour toutes. Et donc je pense que la leçon du passé doit être que nous pouvons tous collectivement nous tromper et nous tromper gravement. Et on tire souvent les mauvaises leçons du passé, parce que quand on regarde en arrière, le bien et le mal sont facilement discernables, et on s'imagine que le bien et le mal, dans le présent, sont aussi facilement discernables. Mais le nazisme, dans les années 30, pour prendre un point Godwin, était populaire et n'était pas vu comme une erreur. J'ai été marqué par une phrase d'Alain Finkielkraut, je ne sais plus dans quel livre c'est, mais vous dites, nous devons toujours regarder en tête que les Dreyfusards étaient minoritaires. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me méfie par exemple de la propension à vouloir combattre par la loi les fake news et le complotisme. Qui définit une bonne fois pour toutes ce qu'est les fake news et le complotisme ? Est-ce qu'à l'époque de Dreyfus, le combat contre le complotisme n'aurait pas mené à faire taire justement les intellectuels dreyfusards ? Est-ce que le combat contre le complotisme dans les années 70, le Monde, journal de référence, publiait les tribunes dithyrambiques de Roland Barthes sur la Chine et diffamait Simon Leys en le traitant de fake news. Donc à cette époque-là, combattre les fake news... Du coup, on est dans le relativisme. Non, parce qu'il existe évidemment le vrai et le faux existent de façon objective. Simplement, je m'interroge sur la capacité d'une époque à ne pas se tromper, à être sûr qu'elle ne se trompe pas sur la définition du bien et du faux. Et les consensus d'une époque peuvent rapidement être balayés, et peut-être que dans 30 ans, on se rendra compte qu'aujourd'hui, sur un sujet en particulier, un consensus est imposé alors qu'il est complètement faux. Et si on interdit les fake news, on interdit en fait de remettre en cause ce consensus-là qui peut être s'avérer faux. Alain Finkielkraut, je ne pense pas qu'il faille interdire les fake news. Donc, le problème, c'est moins tant les fake news aujourd'hui que la censure censure des événements par des organes de presse qui sont à eux-mêmes leur propre pravda. Quant au complotisme, il existe. Quand je vois un titre du JD News, le plan caché des partisans de l'euthanasie, et quand je vois que c'est la franc-maçonnerie qui est mise en cause, je dis oui, je me réfère justement à l'époque de l'affaire Touchet, je me dis mais ça va pas la tête. C'est un débat terrible qui nous traverse tous, Oui, il y a un danger de dérive, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour quelqu'un qui a la maladie de Charcot ou qui est au début de la maladie d'Alzheimer et pour lesquels la médecine ne peut rien ? Est-ce que la médecine ne peut pas vous aider à mourir si elle ne vous aide pas à vivre ? En tout cas, c'est un véritable débat, mais dire qu'il y a un plan caché des partisans de l'euthanasie, ça c'est du complotisme et du plus mauvais aloi. Mais en même temps, ça ne relève pas des tribunaux. Mais juste peut-être un mot sur à quoi ça sert de se... si se cultiver et des gens brillants ont pu sombrer dans le totalitarisme, à quoi ça sert de lire des livres ? Alors, qu'est-ce que ça nous préserve de la BD ? Lisez La Muse démocratique de Mona Ozouf. Elle a été très communiste et elle disait qu'au temps même où elle était communiste, la lecture de James était pour elle un refuge inestimable. C'était, dit-elle, notre bouffée d'air libertaire, notre paisible hérésie. C'était tout le nuancier de l'existence humaine à un moment même où elle succombait au vertige de la simplification. Donc, ce n'est certainement pas la folie des intellectuels qui doit nous détourner de la littérature, c'est au contraire la littérature qui peut nous guérir de la folie intellectuelle. Parce que la littérature, justement, c'est la part récalcitrante de l'existence humaine, comme le disait Benjamin Constant. Alors, surtout, essayons de la préserver et sachons qu'aujourd'hui, c'est pas simplement le simplisme de certains médias qui la remet en cause, c'est aussi le changement d'air, le changement de sphère, le passage de la graphosphère à la vidéosphère. C'est les réseaux sociaux. Et toute une jeunesse qui lit de moins en moins. Oui.
Mais n'oublions pas que Sartre était un immense lecteur, notamment de Flaubert. Ça ne l'a pas empêché de prendre des positions radicales, extrêmes. En tout cas, merci pour ce débat passionnant entre vous deux. J'étais très heureuse de vous réunir ce soir dans le club Le Figaro Idées. Je rappelle le titre de vos livres, Alain Finkielkraut, Pêcheur de perles. Justement, vous piochez dans la littérature les grandes œuvres, des citations inspirantes. Et Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent, aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée sur Le Figaro TV. Et à la semaine prochaine, ce sera Esprit Libre avec Alexandre Devecchio.